7 ans de mariage envolés en une seconde. Le patron de ma femme l'a invité à sortir devant moi. Je lui ai plaqué la tête contre le mur tout en le frappant dans l'aine. J'ai toujours été le genre d'homme qui lit les petits caractères. Alors que d'autres parcourent les contrats et se fient aux poignées de main, j'étudie chaque clause. Chaque éventualité, chaque résultat possible. Cela m'a bien servi au cours de mes 36 années de vie. D'abord en tant qu'ingénieur civil, où négliger des détails peut faire s'effondrer des bâtiments. Et plus tard dans la vie, où négliger des détails peut faire s'effondrer tout le reste. Il y a 7 ans, j'ai rencontré Laura Brox lors d'un dîner chez un ami commun. Elle avait 27 ans à l'époque. Lumineuse d'une manière qui faisait que chaque conversation dans la pièce gravitait autour de ça. Voix. Assistante de direction chez Meridian Investment Group au centre-ville. Elle avait cette qualité magnétique, un esprit vif, un rire contagieux. Le genre d'ambition qui illuminait ses yeux sombres quand elle parlait de ses objectifs de carrière. J'ai été immédiatement captivé. J'avais acheté ma maison 3 ans avant de rencontrer Laura. Une solide maison coloniale de 3 chambres à Maplewood avec de bonnes fondations et un meilleur potentiel. Les anciens propriétaires l'avaient laissé se détériorer. Ce qui signifiait que je l'avais obtenu en dessous de la valeur du marché. J'ai vu ce que les autres ont manqué. Du parquet d'origine sous une moquette usée. Une intégrité structurelle derrière des dommages esthétiques. Un potentiel d'investissement là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Mon nom seul sur l'acte de propriété. Mon acompte provenant d'années d'économie minutieuse. Mes capitaux propres construits grâce aux rénovations du week-end. Apprendre à caroler les salles de bain et à refaire les sols grâce à des vidéos YouTube. Par tâtonnement. Notre cours a été intense et délibéré. Laura était attirée par ma stabilité, mon revenu régulier, la maison dont j'étais propriétaire. L'homme qui avait sa vie tracée dans des plans de 5 ans. J'étais enivré par son énergie. Sa capacité à naviguer dans des situations sociales qui m'épuisaient. Ses rêves de gravir les échelons de l'entreprise que je ne pouvais même pas voir. Elle m'a fait me sentir plus intéressant que je ne l'avais jamais été. 18 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage chez Chaleron. Le restaurant français où nous avions eu notre 3e rendez-vous. Elle a dit oui avant que je ne finisse de poser la question, les larmes coulant sur son visage. Appelant sa sœur depuis la table pour partager la nouvelle. Nous planifions un mariage pour l'automne. Et Laura s'est jetée dans les détails avec la même intensité qu'elle apportait à tout le reste. 2 mois avant la cérémonie, j'ai abordé la question du contrat de mariage. Nous dînions à la maison. J'avais préparé la recette de rôti de ma grand-mère, la préférée de Laura. Quand j'ai glissé le dossier de l'autre côté de notre table de cuisine. Elle l'a regardé comme si j'avais placé un animal mort entre la salière et la poivrière. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, les sourcils levés de confusion. « Juste quelques papiers » ai-je répondu calmement. « Une protection pour nous deux au cas où quelque chose tournerait mal. » Laura a ri. Elle a vraiment ri, secouant la tête en ouvrant le dossier. « Tu es tellement paranoïaque, Daniel. Mais je suppose que c'est ce qui fait de toi un si bon ingénieur. » A-t-elle dit avec un sourire amusé. Elle a feuilleté les pages sans vraiment les lire, s'arrêtant seulement aux lignes de signature. « C'est mignon d'une manière étrange » a-t-elle continué. « Tu te soucies assez de notre avenir pour t'inquiéter de le protéger. » Je l'ai regardé signer chaque page, sa signature fluide et confiante. Elle n'a posé aucune question sur les clauses spécifiques. Elle n'a pas demandé à son propre avocat d'examiner les termes. Elle ne s'est pas arrêtée à la section qui importerait le plus 7 ans plus tard. Toute infidélité prouvée par l'une ou l'autre des parties annule immédiatement toute réclamation sur les biens matrimoniaux acquis avant ou pendant le mariage. Voilà, a-t-elle dit joyeusement en me repoussant le dossier. Heureux maintenant ? Oui, ai-je répondu simplement. Je le suis. Nos 7 années ensemble se sont déroulées comme un plan soigneusement construit. Les promotions de Laura se sont succédées régulièrement. Assistante principale, puis coordinatrice exécutive, puis responsable de la relation client. Ma propre carrière a avancé en parallèle. Ingénieur de projet à ingénieur principal à directeur de la construction.
Nous avons développé des rythmes. Les courses au marché de producteurs le samedi matin. Les projets d'amélioration de l'habitat le dimanche après-midi. Les voyages annuels dans la famille de Laura en Californie. Les soirées tranquilles où elle travaillait sur son ordinateur portable pendant que je dessinais des plans de bâtiment à la table de la cuisine. Pas encore d'enfants. Nous avions convenu d'attendre que Laura atteigne la haute direction avant de pouvoir nous offrir le style de vie qu'elle envisageait pour notre famille. Elle était méthodique dans son avancement professionnel, réseautant lors d'événements d'entreprise avec la concentration d'un général planifiant une stratégie de campagne. J'admirais sa détermination, sa capacité à charmer des cadres 2 fois plus âgés qu'elle. Son refus d'accepter les limites que d'autres essayaient de lui imposer. Pendant 7 ans, j'ai cru connaître ma femme complètement. Je me trompais sur beaucoup de choses, mais j'avais raison concernant le contrat de mariage. Il y a 6 mois. Laura a commencé à rentrer à la maison en sentant une eau de Cologne que je ne portais pas. C'était subtil au début, une légère odeur s'accrochant à ses vestes. Quelque chose de cher et de masculin qui persistait quand elle m'embrassait sur la joue à la porte d'entrée. Quand je l'ai mentionné, elle a haussé les épaules avec désinvolture et a expliqué. J'ai été dans des réunions rapprochées toute la journée. Dans des salles de conférences exiguës avec des cadres qui se baignent probablement dans des parfums de créateurs. Mais ce n'était que le début. Laura a commencé à s'habiller différemment pour le travail. Des marques de créateurs sont apparues dans notre placard. Des chemisiers en soie de chez Théorie. Des talons en cuir italien qui coûtaient plus cher que la mensualité de sa voiture. Des bijoux que je n'avais définitivement pas achetés. Un délicat bracelet en or qui attrapait la lumière quand elle faisait des gestes pendant les conversations. Des boucles d'oreilles en perles qui lui donnaient un air sophistiqué d'une manière qui semblait inhabituelle. Un pendentif avec un petit diamant qui se nichait parfaitement dans le creux de sa gorge. De nouveaux bijoux ? Ai-je demandé un matin, en la regardant attacher le bracelet. Victor me l'a donné, a-t-elle répondu avec désinvolture. Sans croiser mon regard dans le miroir de la salle de bain. Prime de clôture pour le comte Hartwell. Victor Quin. Le nom de son patron, que j'avais entendu peut-être 2 fois en 7 ans de mariage, est soudainement apparu dans une phrase sur 2. Victor a besoin que je revoie le portefeuille Backley, annonçait-elle. Victor me veut au dîner client de jeudi, expliquait-elle en annulant nos plans. Victor dit que je suis la meilleure responsable des relations avec laquelle il ait jamais travaillé. Mentionnait-elle avec une fierté évidente. Sa voix changeait quand elle prononçait son nom. Plus douce, presque révérencieuse. Comme si elle parlait de quelqu'un qui avait personnellement accroché les étoiles dans son ciel. Les nuits de travail tardif se sont multipliées de façon exponentielle. Grand projet est devenu son explication par défaut pour tout. Les dîners manqués, les plans de week-end annulés. La distance croissante entre nous qui donnait l'impression de regarder quelqu'un s'éloigner. Lentement jusqu'à disparaître complètement. Elle rentrait à la maison après 10h00, affirmant être épuisée. Picorant les repas réchauffés que j'avais laissés emballer dans le réfrigérateur. Son téléphone est devenu une forteresse. Nouveau mot de passe changé sans explication. L'écran toujours tourné vers le bas pendant les conversations. Elle l'emmenait avec elle dans la salle de bain pendant les douches. Chose qu'elle n'avait jamais faite en 7 ans ensemble. Les notifications étaient réglées sur masqué. De sorte que je ne pouvais pas voir les aperçus des messages lorsqu'ils vibraient sur le comptoir de la cuisine. Lorsque mes appels passaient pendant les heures de travail. Elle les rejetait ou les laissait aller sur la messagerie vocale. Répondant par message texte des heures plus tard avec de brèves excuses. En réunion, on en parle ce soir. Sauf que nous ne parlions plus jamais la nuit. L'intimité entre nous est morte lentement, puis tout d'un coup. Laura a cessé d'initier toute affection physique, a cessé de chercher ma main pendant les films. A cessé de se blottir contre moi dans le lit le dimanche matin. Quand j'essayais de combler le fossé grandissant entre nous. Elle prétextait des maux de tête ou de la fatigue. Je suis juste tellement fatigué ces derniers temps. Murmurait-elle en se détournant de moi dans le lit. Quand elle se pliait à mes tentatives d'intimité,
elle était là mécaniquement, son corps présent. Mais son esprit clairement ailleurs. Fixant le plafond comme si elle calculait des listes de courses au lieu de se connecter avec son mari. Elle a cessé de s'informer sur mes projets. A cessé de rire de mes observations sarcastiques sur mes collègues. A cessé de se soucier des petits rituels que nous avions construits ensemble pendant 7 ans. Le café au lit le dimanche matin. Les plats à emporter du vendredi soir en regardant des documentaires. La façon dont nous avions l'habitude de débriefer nos semaines autour de repas partagés et de vraies conversations. Je me retrouvais à veiller tard la nuit, écoutant sa respiration à côté de moi. Ayant l'impression qu'un étranger s'était infiltré dans mon lit et dans ma vie. La femme qui avait l'habitude de tout me dire ne partageait plus rien. L'épouse qui me demandait mon avis sur les décisions professionnelles faisait maintenant des choix dont j'entendais parler de seconde main, voire pas du tout. Après 4 mois de ces changements, j'ai envisagé de la confronter directement. Mais mon esprit d'ingénieur a rejeté cette approche. Trop de variables. Trop de risques qu'elle brouille les pistes ou me convainque que j'étais paranoïaque. Si Laura avait une liaison. Poser la question directement ne ferait que lui apprendre à être plus prudente. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de certitudes. J'ai appelé Raymond Cross un mardi matin. Un collègue du cabinet de mon ami avocat spécialisé dans les divorces me l'avait recommandé. Détective privé, 20 ans d'expérience, discrétion garantie. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville pendant ma pause déjeuner. J'ai glissé une photo de Laura de l'autre côté de la petite table entre nous. Je pense que ma femme me trompe, ai-je déclaré de manière très factuelle. J'ai besoin d'en être sûr. Raymond a étudié la photo, Laura riant lors de notre dîner d'anniversaire de l'année dernière. Radieuse et heureuse, me regardant comme si j'étais la seule personne au monde. L'ironie ne m'a pas échappé. Horaire de travail? Habitude régulière? A-t-il demandé professionnellement. Je lui ai tout donné. L'adresse de son bureau, ses horaires typiques. Les mystérieuses réunions tardives qui semblent avoir lieu chaque mardi et jeudi. Raymond a annoncé ses tarifs, 3 000 $ de provision, des rapports détaillés. Des preuves photographiques le cas échéant. J'ai payé en espèces. Combien de temps voulez-vous que je sois sur cette affaire? S'est-il enquis. Jusqu'à ce que vous trouviez la preuve qu'elle me trompe, ai-je répondu fermement. Ou jusqu'à ce que je sois convaincu d'avoir tort. Il a fallu 3 semaines à Raymond. Les photos sont arrivées par courrier électronique crypté un mardi soir. Alors que Laura travaillait encore tard. Je les ai ouvertes seule dans mon bureau à domicile. Chaque image était une démolition systématique de mon mariage. Laura et Victor Quin s'embrassant dans un parking. Ses mains à elle emmêlées dans ses cheveux argentés. Entrant ensemble au Grand View Hotel, la main de Victor possessive dans le bas de son dos. Assis intimement proche chez Marcato, le coûteux restaurant italien. Son pouce caressant son poignet à elle pendant qu'elle le regardait comme une adolescente folle. D'amour. J'ai regardé les preuves pendant 1 heure, le visage inexpressif. Mon esprit d'ingénieur passant déjà du chagrin au calcul. Ensuite, j'ai appelé Margaret Sinclair, la meilleure avocate spécialisée en divorce de la ville. Je n'ai pas parlé des photos à Laura. Au lieu de cela, j'ai commencé à installer des caméras dans chaque pièce de notre maison. Si Victor Quin voulait détruire mon mariage, je m'assurerais que le monde entier le regarde faire. Les 2 semaines qui ont suivi le rapport de Raymond ont été la performance la plus contrôlée de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de Laura. J'embrassais son front et je m'enquérais de sa journée avec la même douce inquiétude que celle dont j'avais fait preuve pendant 7 ans. Bien dormi? Demandai-je doucement. Grosse journée en perspective. Elle répondait par des hochements de tête distraits. Vérifiant déjà son téléphone pour voir s'il y avait des messages de Victor. Chaque soir, j'écoutais ses mensonges élaborés sur des clients exigeants et des projets urgents. Hochant la tête avec compassion tout en calculant son exposition financière. Victor a besoin que je reste tard à nouveau, annonçait-elle. Bien sûr, répondais-je avec compréhension. Le travail passe en premier. Je préparais des dîners auxquels elle touchait à peine.
Je regardais des émissions auxquelles elle ne prêtait pas attention. Je maintenais l'illusion de la normalité avec la précision d'un adepte de la méthode d'acteur jouant le rôle le plus important de sa carrière. En coulisses, j'ai travaillé avec Margaret Sinclair pour monter un dossier en béton. Margaret a examiné le contrat de mariage avec la minutie d'un expert comptable spécialisé en jury comptabilité. Le document avait été rédigé par Backley Klein & Associates il y a 7 ans. L'un des meilleurs cabinets de droit de la famille de la ville. Ironiquement, chaque clause était applicable, chaque éventualité légalement solide. La disposition relative à l'infidélité était explicite et dévastatrice. Tout adultère pouvait annuler immédiatement toute réclamation sur les biens acquis avant ou pendant le mariage. C'est blindé, a déclaré Margaret en faisant glisser le contrat de mariage sur son bureau en acajou. Votre femme partira avec exactement ce qu'elle a apporté dans le mariage. Ses effets personnels et cette Honda Civic. Tout le reste vous reste. J'ai demandé le divorce 2 semaines après avoir reçu les preuves de Raymond. Margaret a invoqué des différends irréconciliables dans le dépôt public, mais a joint les preuves d'adultère dans des documents judiciaires scellés. La date d'audience a été fixée à 90 jours plus tard. Procédure standard. Laura ne recevrait pas les papiers avant un mois. Un timing stratégique recommandé par Margaret pour l'empêcher de cacher des actifs ou de préparer une défense. Pendant cette période, j'ai installé un système de sécurité complet dans toute notre maison. Des caméras haute définition dans le salon, la cuisine, le couloir et l'entrée principale. Un stockage basé sur le réseau informatique avec activation par le mouvement et diffusion en temps réel sur mon téléphone. Lorsque le technicien de la société de sécurité m'a interrogé sur cette couverture étendue, j'ai expliqué avec désinvolture, je m'inquiète des récents cambriolages dans le quartier. Réflexion intelligente, a-t-il répondu, ne sachant pas à quel point c'était vraiment intelligent. J'ai documenté nos biens matrimoniaux avec un souci du détail obsessionnel. Des relevés bancaires remontant à 7 ans. Des résumés de portefeuilles d'investissement. Les soldes des comptes de retraite. La récente évaluation de la maison montrant 300 000 $ de capitaux propres. Les reçus pour chaque achat important. La preuve de mon entière propriété exclusive du bien. Margaret a tout rassemblé en une forteresse financière impénétrable qui résisterait à toute contestation que le futur avocat de Laura pourrait monter. Ensuite, j'ai pris une décision calculée qui a révélé la véritable portée de ma planification. J'ai contacté le département des ressources humaines de Meridian Investment Group. Non pas pour déposer une plainte officielle. Ce serait trop évident, trop facile à retracer jusqu'à moi. Au lieu de cela, j'ai demandé à Raymond d'envoyer un message anonyme sur de potentielles violations de l'éthique, impliquant la haute direction et le personnel subalterne, suggérant qu'il pourrait vouloir enquêter sur la conduite professionnelle de Victor Quin avec certaines employées. Les sociétés d'investissement vivent dans la terreur des poursuites en responsabilité. Des plaintes pour harcèlement sexuel, des allégations de traitement de faveur. Des scandales liés aux relations sur le lieu de travail. N'importe lequel de ces éléments pourrait déclencher des enquêtes réglementaires et une exposition financière massive. Les départements des ressources humaines dans des entreprises comme Meridian n'ignorent pas les messages anonymes. Ils enquêtent avec la paranoïa de personnes dont les primes dépendent de l'évitement des scandales. J'ai également commencé une subtile préparation sociale. Lors de dîners avec des amis communs, je mentionnais avec désinvolture que Laura semblait stressée ces derniers temps. Je m'inquiète de ses exigences professionnelles. Je me confiais à nos amis Marc et Sarah pendant le dîner. J'espère juste que notre mariage pourra survivre à sa carrière de plus en plus exigeante. Tu es un mari d'un tel soutien, répondait Sarah avec compassion. Laura a de la chance de t'avoir. Si seulement elle savait. Mon état émotionnel pendant cette phase de préparation m'a surpris. Je m'attendais à de la rage, à de la dévastation. Aux étapes classiques du deuil dont tout le monde parle. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme, presque clinique. Le deuil viendrait plus tard, me disais-je. Pendant ces 2 semaines, je me sentais comme si j'étais de retour à l'université.
Résolvant un problème d'ingénierie complexe. Variables, contraintes, optimisation, trouver le chemin le plus efficace vers le résultat souhaité. La différence était que l'enjeu n'était pas une note. C'était ma vie entière. Je passais mes soirées dans le bureau de la maison à examiner les documents de divorce et les rapports de surveillance pendant que Laura travaillait tard avec son amant à 20 étages au-dessus du centre-ville. L'ironie ne m'échappait pas. Elle construisait sa nouvelle vie pendant que je démantelais systématiquement l'ancienne. Et aucun de nous ne savait ce que faisait l'autre. Une nuit, j'étais assis à mon bureau, examinant les états financiers que Margaret avait préparés. Quand j'ai réalisé que je ne ressentais aucune culpabilité face à ce qui allait arriver. Laura avait fait ses choix en toute connaissance de leurs conséquences potentielles. Victor était entré dans le mariage d'un autre homme avec arrogance et sentiment de supériorité. Pensant que le mari méthodique s'effacerait simplement lorsqu'il serait confronté à son charisme supérieur et à sa puissance financière. Ils étaient tous deux sur le point d'apprendre ce qui se passait lorsqu'on sous-estimait l'homme qui lisait toujours les petits caractères. Laura est rentrée cette nuit-là après 11 heures du soir. A embrassé ma joue distraitement et a disparu à l'étage. Je l'ai regardé partir. Puis je suis retourné à mon ordinateur portable où attendaient les dernières photos de surveillance de Raymond. Laura et Victor de cette même soirée, riant autour d'un vin au bar du Grandview Hotel. Sa main reposant sur la cuisse de Victor, l'air plus heureuse que je ne l'avais vu depuis des mois. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai murmuré à la pièce vide, plus qu'une semaine. Le mardi soir, exactement 3 semaines après que j'ai demandé le divorce. Laura a franchi notre porte d'entrée en tenant la main de Victor Quin. Il était venu chez moi pour réclamer ma femme. Il n'avait aucune idée qu'il entrait dans un piège. Je lisais une revue d'ingénierie structurelle sur le canapé du salon quand j'ai entendu la clé tourner dans notre porte d'entrée. 8h47 du soir. Plus tard que d'habitude pour les rendez-vous clients de Laura. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait s'accélérer mon pouls. 2 bruits de pas. Les caméras enregistraient. Laura est entrée la première, et derrière elle, lui tenant la main avec une possessivité désinvolte, se trouvait Victor Quin. Je l'ai reconnu immédiatement d'après les photographies de Raymond. 6 pieds 2 pouces, de larges épaules remplissant un costume anthracite coûteux. Des cheveux poivrés sel coiffés avec la précision d'un homme à qui on n'avait jamais dit non dans sa vie privilégiée. Il a examiné mon salon avec un mépris à peine dissimulé. Comme un promoteur immobilier visitant une propriété qu'il envisageait de démolir. J'ai levé les yeux de ma revue, je l'ai posée soigneusement sur la table basse. Puis-je vous aider ? Ai-je demandé calmement. Victor a ri, il a vraiment ri, et s'est avancé plus profondément dans mon salon sans invitation. Sa confiance était stupéfiante. L'arrogance d'un homme habitué à prendre tout ce qu'il voulait simplement en le voulant. En fait, oui, a-t-il répondu avec un amusement condescendant. Je suis ici pour vous parler de Laura. Son ton était comme s'il expliquait des mathématiques basiques à un enfant. Victor s'est assis sur mon canapé. A écarté les bras sur les coussins du dossier comme s'il possédait déjà les meubles. Et a prononcé son discours avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui avait clairement répété ces mots. Écoute, Daniel, a-t-il poursuivi, nous savons tous les deux que ce mariage a fait son temps. Laura mérite mieux que tout ça. Il a fait un geste méprisant vers notre maison, vers moi, vers ces temps de vie partagés. Et je suis ici pour faire ce qu'il faut. Je te demande de la laisser partir proprement. Sans rancune. Laura se tenait à côté de lui, le menton levé, essayant de projeter de la confiance. Mais ses yeux trahissaient de la nervosité. Elle avait mis sa meilleure robe pour l'occasion. J'ai remarqué que c'était la robe noire que je lui avais achetée pour notre dîner d'anniversaire il y a 2 ans. Le symbolisme semblait intentionnel. Il est temps que nous arrêtions de faire semblant, Daniel, a-t-elle ajouté. Sa voix portant une maturité forcée. Toi et moi, c'est fini depuis un moment. Nous le savons tous les deux. Je les ai laissés terminer leur présentation préparée. Puis je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la cuisine où j'avais préparé l'enveloppe cartonnée ce matin-là. Et je suis revenu.
Je l'ai lâché sur la table basse entre eux avec un bruit sourd et lourd qui a résonné dans le silence soudain. Qu'est-ce que c'est? A demandé Laura, sa confiance se fissurant comme de la glace sous pression. Le rapport du détective privé, ai-je répondu, la voix glaciale. Photos, vidéos, horodatage, déclaration de témoins. Vous couchez ensemble depuis 3 mois. Les mardis et jeudis soirs la plupart du temps. Le Grand View Hotel, suite 412. Vous êtes des créatures d'habitude. Le sourire en coin de Victor s'est évaporé comme de la fumée. Laura a pâli, sa main se tendant vers l'enveloppe. Puis se retirant comme si elle risquait de s'enflammer. J'ai continué, chaque mot étant une frappe chirurgicale conçue pour faire un maximum de dégâts. J'ai demandé le divorce il y a 3 semaines. Le contrat de mariage que tu as signé, Laura, celui que tu n'as pas pris la peine de lire, stipule clairement que l'infidélité annule toute réclamation sur les biens matrimoniaux. Tu n'obtiens rien. Pas de maison, pas d'économie, pas de compte de retraite. Tu quitteras ce mariage exactement comme tu y es entré, avec ta voiture et tes vêtements. Laura a essayé de se lever, la panique prenant le dessus sur son calme soigneusement construit. Daniel, attends, a-t-elle plaidé désespérément. Nous pouvons en parler. Assieds-toi, ai-je ordonné sèchement. L'autorité dans ma voix l'a fait s'effondrer sur le canapé comme si on avait coupé ses ficelles. Je me suis tourné vers Victor et la température dans la pièce a chuté à des niveaux arctiques. Et vous, ai-je dit froidement. Vous êtes en violation de domicile. Ces caméras, j'ai pointé du doigt le système de sécurité du salon, enregistre tout. Vous êtes entré chez moi sans invitation et avez tenté de m'intimider pour que je vous cède ma femme. C'est de l'effraction, du harcèlement et, selon la façon dont je présente les choses à la police. Peut-être de l'extorsion. Victor s'est levé, essayant de récupérer sa position dominante par sa seule présence physique. Je ne vous ai pas menacé, a-t-il protesté. Vous avez exigé que je vous donne ma femme, les jeux interrompus. Dans ma maison, après avoir couché avec elle pendant 3 mois dans mon dos. C'est absolument une menace. Victor a fait un pas en avant, me dominant de toute sa hauteur. Gonflant le torse comme un animal territorial. Vous pensez que vous me faites peur? A-t-il ricané avec arrogance. Je gagne plus en un mois que vous n'en gagnez en un an. Je vais vous enterrer sous les frais de justice. Je vais vous détruire. J'ai bougé. La première frappe a été précise. Mes 2 mains ont attrapé les revers coûteux de Victor et l'ont plaqué contre le mur assez fort. Pour fissurer le plâtre. Sa tête a basculé en arrière, laissant une petite bosse dans la cloison sèche. Avant qu'il ne puisse se remettre du choc, j'ai enfoncé mon poing dans son plexus solaire. Un coup calculé qui a évacué chaque molécule d'air de ses poumons et l'a laissé haletant comme un poisson échoué. Victor s'est plié en 2, sifflant. Et j'ai remonté mon genou dans ses côtes avec toute la force de cette année de rage réprimée. Le craquement a été audible. Victor s'est effondré. Et je l'ai suivi vers le bas avec un coup de pied vicieux dans l'aine qu'il a envoyé en position fétale sur mon parquet, des larmes coulant sur son visage. Toute arrogance a été dépouillée en 30 secondes de violence contrôlée. Daniel, arrête! A crié Laura, attrapant mon bras frénétiquement. Je l'ai repoussé, pas violemment. Mais assez fermement pour la faire trébucher en arrière contre la table basse. Je me tenais au-dessus de Victor, la respiration régulière, les jointures fendues et en sang. Regardant l'homme qui pensait pouvoir entrer dans la maison d'un autre homme et voler tout ce qui lui plaisait. Sortez de chez moi maintenant, ai-je ordonné froidement. Victor a essayé de ramper vers la porte d'entrée, gémissant pitoyablement. Serrant ses côtes et son aine. Réduit à l'état de coquille brisée du prédateur confiant qui était entré chez moi 20 minutes plus tôt. Laura s'est précipitée pour l'aider, tous deux sanglotant maintenant, toute prétention brisée. La vilaine réalité de leur situation pénétrant enfin leur bulle délirante. J'ai ramassé les papiers du divorce sur la table d'appoint et je les ai jetés aux pieds de Laura. Signe-les, ai-je ordonné fermement. Ne conteste pas. Les preuves sont accablantes et tu ne peux pas gagner. Laura s'est agenouillée à côté de Victor,
soutenant son poids. Le mascara coulant sur son visage comme des larmes noires. Daniel, je t'en prie, a-t-elle supplié désespérément. Nous pouvons trouver un arrangement. Oh, et encore une chose, ai-je annoncé, croisant les bras presque nonchalamment. J'ai envoyé le rapport d'enquête complet au département des ressources humaines de votre entreprise. Ce matin. Des preuves détaillées de votre liaison. Y compris des documents attestant que Victor a utilisé les ressources de l'entreprise. Des comptes de frais, des dîners avec des clients. Des voyages d'affaires pour faciliter votre relation. Ils vous convoqueront tous les deux demain. Les relations sur le lieu de travail entre la direction et les subordonnés violent le code d'éthique. De Méridian. J'ai vérifié. Le visage de Laura s'est complètement effondré. Victor a gémi, à peine conscient, probablement victime d'une commotion cérébrale. Ils ont trébuché vers la porte ensemble, Victor s'appuyant lourdement sur Laura. Laissant de petites gouttes de sang sur mes parquets immaculés. Je les ai suivis. J'ai ouvert la porte et je les ai regardés lutter pour descendre les marches d'entrée. Victor pouvait à peine marcher. Laura sanglotait de façon hystérique. Essayant de soutenir son poids tout en tâtonnant avec son téléphone. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée. J'ai enclenché le pêne dormant et j'ai marché jusqu'à la cuisine. Je me suis servi 2 doigts de jameson et je me suis assis à la table de la cuisine. Les mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline, mais le visage complètement calme. Mon téléphone a vibré. Message texte de Margaret Sinclair, papier signifié. Elle a 30 jours pour répondre. À en juger par les images de sécurité que vous me diffusez, je ne pense pas qu'elle va contester. Je me suis permis un petit sourire. Le lendemain matin. Laura et Victor ont appris que détruire un mariage entraîne des dommages collatéraux bien au-delà d'un salon. Le matin suivant la confrontation, Laura et Victor ont tous deux reçu des appels de Brenda Lawson, responsable des ressources humaines et de la conformité juridique chez Meridian Investment Group. Aucun ne savait que l'autre était convoqué. Aucun ne se doutait de la destruction systématique qui allait se dérouler. Margaret a reçu les détails par le biais de documents judiciaires et de demandes discrètes que Raymond a faites auprès de contacts dans tout le quartier financier. Le monde de l'investissement est étonnamment petit, et les scandales voyagent vite. Brenda s'est assise en face de Laura dans une salle de conférence stérile à 9h00 du matin. Précise, un dossier épais entre elles. Mon rapport d'enquête méticuleusement organisé est légalement dévastateur. L'expression de Brenda était professionnelle mais froide. Le regard de quelqu'un qui annonce un diagnostic en phase terminale. Nous avons reçu des preuves exhaustives d'une relation sur le lieu de travail entre vous et Victor. Qu'un qui viole la politique de l'entreprise, a commencé Brenda sans préambule, sa voix clinique. Les preuves incluent des photographies, des registres d'hôtel. Des irrégularités dans les notes de frais et des témoignages s'étalant sur 3 mois. Laura a essayé de s'expliquer, balbutiant nerveusement. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. C'est récent et ça n'affecte pas mon travail. Monsieur Quin a utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour des dîners personnels avec vous. A interrompu brusquement Brenda. Il a approuvé des notes de frais pour des voyages où vous avez partagé un hébergement. Il vous a accordé des primes et des augmentations qui, selon notre examen, n'étaient pas fondées sur le mérite. Cela crée une responsabilité massive pour l'entreprise. Réclamation pour harcèlement sexuel, traitement de faveur, irrégularité financière. La conversation parallèle avec Victor s'est déroulée simultanément dans une autre salle de conférence. Il a essayé de fanfaronner, menaçant d'entreprendre des poursuites judiciaires. C'est du harcèlement, a-t-il déclaré avec indignation. Je suis dans cette entreprise depuis 15 ans. Ce qui rend votre comportement encore plus inexcusable, a répondu froidement Brenda. Vous auriez dû être plus intelligent. Avec effet immédiat, a-t-elle poursuivi pour eux deux dans des pièces séparées. Vous êtes licencié pour violation grave de notre code d'éthique et de nos normes de conduite professionnelle. La sécurité va vous raccompagner à la sortie. Vous avez 1 heure pour rassembler vos effets personnels. Vos derniers chèques de paie vous seront envoyés par la poste.
Toute tentative de contacter des clients ou des employés entraînera des poursuites judiciaires pour espionnage industriel. Leur marche de la honte est devenue une légende dans les cercles financiers du centre-ville. Tous deux escortés par la sécurité à travers le bureau principal pendant les heures de pointe du matin, portant des boîtes d'objets personnels. Tandis que des centaines de collègues regardaient dans un silence stupéfait. Des téléphones sont apparus, prenant des photos, tapant des messages. À l'heure du déjeuner. L'histoire s'était répandue dans toutes les sociétés d'investissement de la ville. Un analyste junior a chuchoté à son voisin de bureau, « As-tu entendu parler de Victor et Laura ?» La liaison, a répondu son collègue, sans lever les yeux de son écran. Tout le monde en parle. L'entreprise, les cartes de crédit, les chambres d'hôtel, la totale. Un suicide professionnel, a conclu le premier. Personne ne va les toucher après ça. La destruction de Victor a été particulièrement spectaculaire. En tant que vice-président principal. Sa carrière avait été bâtie sur sa réputation et ses relations de réseau. Dans le monde incestueux de la haute finance, les rumeurs voyageaient à la vitesse de la lumière. D'autres entreprises ont entendu parler de la violation de l'éthique, du licenciement. Des circonstances sordides. Les portes ont commencé à se fermer avant même que Victor ne puisse commencer à appeler ses contacts professionnels. Lorsqu'il a contacté son ancien collègue chez Goldman Sachs, la réponse a été rapide et brutale. « Désolé, Victor, mais nous ne pouvons pas prendre ce genre de risque. » A expliqué maladroitement son contact. Tu comprends. Laura a fait face à un exil professionnel similaire, mais avec un jugement social supplémentaire. Elle avait été la subordonnée dans la liaison. Ce qui d'une manière ou d'une autre la rendait plus coupable dans le calcul tordu des commérages de bureau. Les autres assistantes de direction ont pris leur distance avec elle. Son réseau soigneusement construit s'est évaporé du jour au lendemain. Pendant ce temps, mon divorce a avancé avec une efficacité mécanique. Margaret a déposé des requêtes, présenté des preuves irréfutables. Et l'avocat commis d'office de Laura. Un défenseur public débordé qu'elle pouvait à peine s'offrir sans son salaire de méridian. Lui a conseillé de ne pas contester. Le contrat de mariage est blindé, lui a-t-il dit lors de leur brève consultation. En secouant la tête. Les preuves photographiques sont accablantes. Vous avez signé cet accord volontairement en ayant à votre disposition un conseiller indépendant. Vous perdrez, et vous battre ne fera que vous coûter de l'argent que vous n'avez pas. Mais il y a sûrement quelque chose, a commencé Laura désespérément. Rien, a-t-il répondu fermement. Votre mari a joué cela parfaitement. 60 jours après la confrontation, le divorce a été finalisé. J'ai conservé la maison, tous les comptes d'épargne, tous les portefeuilles de retraite. Tous les investissements. Laura a reçu ses effets personnels, sa Honda Civic avec 18 mois de paiement restants. Et exactement rien d'autre. 7 ans de mariage et elle est repartie avec moins que ce avec quoi elle était entrée. Car maintenant elle portait des frais de justice qu'elle ne pouvait pas payer. La destruction finale de la relation de Laura et Victor a suivi de manière prévisible. Sans emploi, sans argent, sans le frisson interdit du secret qui avait soutenu leur liaison. Leur amour s'est évaporé comme le brouillard matinal. Il se battait constamment dans son petit studio. C'est de ta faute, accusait Victor avec colère. Tu aurais dû être plus prudente. Ma faute? Répliquait amèrement Laura. C'est toi qui as insisté pour utiliser les cartes de l'entreprise pour tout. Tu aurais pu dire non, répondait-il froidement. Tout comme tu aurais pu garder ton pantalon fermé, rétorquait-elle. Margaret a joyeusement inclus leur récrimination mutuelle dans les documents judiciaires comme preuve de leur absence totale de remords. Dans les 2 mois suivant la confrontation, Victor et Laura se sont séparés brutalement sur le parking du nouveau studio de Laura. Victor a déménagé à Phoenix, acceptant un travail contractuel à 60% de son salaire précédent. Incapable d'obtenir des recommandations d'une quelconque entreprise dans notre ville. Laura a déménagé à Denver, occupant des emplois administratifs pour un tiers de ses revenus chez Meridian. Recommençant à partir du zéro absolu à 34 ans.
Le chapitre s'est terminé avec la réception de l'ordonnance finale de divorce par la poste. Je l'ai soigneusement classée dans mon bureau à domicile. Je me suis servi un verre et je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni satisfaction, pas même de soulagement, juste de la tranquillité. 6 mois plus tard, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Laura depuis des semaines. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment gagné. 6 mois après la finalisation du divorce, je suis assis sur ma terrasse arrière un samedi matin. Un café à la main, regardant le lever du soleil peindre ma cour bien entretenue en or et en ambre. La maison est à nouveau entièrement à moi, silencieuse, propre. Paisible comme elle ne l'a pas été depuis des années. J'ai fait repeindre les murs, remplacer les meubles que Laura avait choisis. Je me suis réapproprié l'espace. La colère qui m'a soutenu tout au long de l'enquête et de la confrontation s'est estompée. Remplacée par quelque chose de plus doux. L'acceptation peut-être, ou simplement l'indifférence. Laura est un chapitre clos, classé comme le jugement de divorce dans mon bureau. Ma vie a avancé délibérément. J'ai reçu une promotion il y a 3 mois, chef de projet principal. Dirigeant le plus grand contrat d'infrastructure de l'entreprise. Mes collègues me respectent. La nouvelle de mon divorce s'est répandue discrètement, mais sans jugement. Dans leur monde d'ingénieurs et de contrats. Mon approche méthodique pour dissoudre mon mariage n'a fait que confirmer ce qu'ils savaient déjà. Daniel et anticipe. Je sors à nouveau avec quelqu'un. Rien de sérieux, rien de précipité. Claire, une architecte paysagiste que j'ai rencontrée par des amis communs. Elle est divorcée elle-même. Drôle, gentille et d'une franchise rafraîchissante. Nous nous promenons, cuisinons ensemble. Partageons des histoires sur nos prudentes réintroductions à la vulnérabilité. Je me surprends à rire davantage, à mieux dormir, à me souvenir de ce qu'est la paix. Mon collègue Jason m'a demandé une fois pendant le déjeuner, qu'est-il arrivé à Laura? J'ai haussé les épaules en prenant une bouchée de mon sandwich. Elle est partie, ai-je répondu simplement. C'est tout ce qui compte. Je ne pense plus jamais à elle. Et quand je le fais? C'est avec la curiosité détachée que l'on peut ressentir pour un étranger qui a brièvement croisé notre vie. Pendant ce temps, à 800 miles de là, à Denver, Laura est assise dans un petit studio exigu. Faisant défiler de vieilles photos sur son téléphone tard dans la nuit quand elle n'arrive pas à dormir. Des photos de la maison qu'elle a perdue, de la vie qu'elle a détruite. De la femme confiante qu'elle était quand elle se croyait intouchable. Elle a essayé de me contacter une fois, 3 mois après le divorce. Un long courrier électronique dans lequel elle s'excusait, s'expliquait. Suppliait qu'on lui prête attention. J'ai immédiatement bloqué son adresse. Elle a essayé de joindre Victor. Il n'a jamais répondu. Elle travaille maintenant comme assistante administrative dans une entreprise de logistique de taille moyenne, gagnant à peine de quoi payer son loyer et ses courses. Elle a perdu du poids qu'elle n'avait pas les moyens de perdre, a développé des insomnies. Consulte un thérapeute avec un plan de paiement adapté à ses revenus. Chaque nuit, elle repense au contrat de mariage qu'elle n'a pas lu attentivement. À l'homme qu'elle a complètement sous-estimé et aux choix qui lui ont tout coûté. Je suis dans mon bureau à domicile en train d'examiner les plans d'un nouveau projet quand mon téléphone vibre. Un message texte de Claire me demandant si je veux aller dîner ce soir. Je souris, je réponds en tapant « Oui, j'ai hâte » et je retourne à mon travail. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont les choses se sont terminées. Si je pense être allé trop loin. Si je me sens coupable d'avoir détruit la vie de Laura si complètement. Non. Elle a fait ses choix. Victor a fait les siens. Je me suis simplement assuré qu'ils en affrontent les conséquences. Et maintenant? Assis dans la maison que j'ai construite avec ma vie reconstruite selon mes propres termes. Je dors parfaitement bien la nuit. Parce qu'à la fin, je n'ai pas seulement gagné le divorce. J'ai récupéré ma dignité, ma paix et mon avenir. Et personne, aucun patron arrogant, aucune femme infidèle. Aucune somme de trahison n'allait jamais m'enlever ça.